Moi je m'appelle Nicolas Laville, je suis interne en 5e semestre d'anesthésie-réanimation et en ce moment je fais mon semestre de pédiatrie. Et du coup je vais vous parler des alpha-2 agonistes en anesthésie pédiatrique. Je remercie au passage Bénédicte Jalin. Donc on va commencer par un petit cas clinique. Donc c'est Jules, c'est un enfant de 4 ans, 15 kg qui doit se faire opérer des amygdales. Donc c'est un peu un cas clinique assez classique, ça fait plusieurs semaines que sa mère a remarqué qu'il ronflait beaucoup, il fait des petites pauses quand il dort, les médecins parlent d'apnée du sommeil, sans compter les rhinopharyngite à répétition. Le problème c'est que sa maman est très très stressée, le petit Jules aussi, donc il ne se laisse même pas approcher pendant l'auscultation, donc jeune interne volontaire, vous décidez de vous affranchir, de tenter de vous affranchir d'une induction dans les cris et les pleurs. Donc vous voyez cet enfant la veille en VPA. Qu'est-ce que vous pourriez lui proposer comme prémédication le lendemain matin? Levez la main ou dites oui. Une séance d'hypnose. Ouais. Un dessin animé sur la tablette pour quand ils arriveront au bloc. Ouais. 2 gamma-kilos de Dexdor intranasal. 4 gamma-kilos de clonidine Peros. Et 0,5 mg/kg de midazolam Peros. Donc bon, c'est un peu pour y réfléchir. Donc la séance d'hypnose, ça peut être un peu compliqué de mettre ça en place le matin, mais ça serait dans un monde idéal, ça serait quand même ça pourrait être super. Le dessin animé, ça c'est un peu ce qu'on fait, ce qu'on essaie de faire en tout cas. Donc après, la clonidine et le Dexdor, c'était un peu le but de mon topo, donc je vais cocher oui toutes les deux. Et le midazolam, c'est vrai qu'on verra un peu après, mais on évite un peu, surtout sur des patients qui ont des enfants qui ont des SAOS dans les amygdales VG. Donc en gros, on évite un peu dans cette indication-là. Mais ça peut être utilisé en prémédication, on le verra aussi. Ensuite, finalement, la maman de Jules, elle n'est pas très médicalement, elle refuse les prescriptions en prémédication. Du coup, en péropératoire, qu'est-ce que vous pouvez proposer? 0,2 gamma-kilo de sulfentanyl, 1 gamma-kilo de clonidine, 2 gamma-kilo de Dexdor, du paracétamol, du kétoprophène, et de la codéine. Mais elle n'est pas très médicament. Non mais là c'est un père opérateur, elle est pas là. Donc pour ceux qui ne sont pas en pédiatrie, 0,2 gamma-kilo c'est la posologie de sulfentanyl, mais comme tout à l'heure c'est chez les patients qui ont des SAOS, on évite aussi. Surtout que c'est des opérations qui vont être courtes, je reviendrai dessus. La clonidine et l'Exor, c'était vrai, c'est mon topo. Le paracétamol c'est vrai, le kétoprophène on en a parlé tout à l'heure. Moi, j'avoue, quand j'ai fait le cas clinique, je l'ai vu le faire moi ici, donc je ne me suis pas trop posé la question. Je ne pensais pas que ça allait être un débat, mais du coup, ouais, ça peut être intéressant. Et la codéine, en revanche, c'était un peu le piège classique. C'est contre-indiqué avant 12 ans et c'est encore plus contre-indiqué avant 18 ans chez les enfants pour les amygdales VG avec des SAOS. Finalement, vous avez dû sortir de la salle pour aller voir le patient suivant et l'infirmier anesthésiste, à tort ou à raison, n'a injecté que du paracétamol et kétoprophène. En SSPI, l'enfant hurle dans tous les sens, il se débat de manière incompréhensible, il arrache tout, vous sauvez la perfusion extrémiste, que pouvez-vous proposer? 0,2 mg/kg de Nubin, 2 gamma-kg de clonidine, 0,5 gamma-kg de Dexor, 1 mg/kg de propofol et une titration de morphine. On revient un peu sur les mêmes sujets. Le Nubin, ça peut être un peu sédatif, donc on va essayer d'éviter dans la mesure du possible. Quoi qu'il en soit, on verra un peu après, mais il faut savoir si ce débat c'est sur de la douleur ou pas de la douleur. Ensuite, la clonidine et le Dexdor, c'est encore vrai. Le propofol, c'est ce qu'on fait ici en pratique à Bicêtre. Et la titration de morphine, on va éviter encore une fois, d'autant plus que ça pourrait aussi prolonger la SSPI parce que l'enfant il peut faire des apnées, ça peut même se terminer en USC pour la nuit. Donc un peu de pharmacologie, la clonidine, la dexmédetomidine, donc c'est 2 alpha-2 agonistes. Ces récepteurs qui vont agir donc sur les récepteurs alpha-2 qui se situent dans le locus ceruleus, qui est dans le tronc cérébral. Il y a 3 sous-types de récepteurs, il y en a 2 qui sont moins importants que le troisième. Le alpha-2b qui induit une vasoconstriction locale et a un effet anti-tremblement. L'alpha-2c qui est quelque chose qu'on appelle la réaction à la surprise. Alors ça c'est quelque chose que j'ai trouvé qui n'est pas vraiment très étudié et expliqué. Ça serait une contraction de l'extrémité, des patterns respiratoires, une modification de la tension artérielle et un clignement des yeux. Et ceux qui nous
qui nous intéresse, qui entraînerait sédation, analgésie et sympatholyse. Pour ce qui est au niveau de la moelle épinière, au niveau de la partie motrice, on aurait une action avec ces récepteurs alpha-2 de sympatholyse et également une hyperpolarisation membranaire des neurones, et du coup qui induirait une sortie d'ion K+, et du coup il faudrait un influx, ça monte le seuil d'activation, et du coup il faudrait un influx nociceptif plus important pour que l'influx arrive dans cette région, pour que la douleur soit ressentie dans cette région. Au niveau de la corne dorsale, on va avoir des récepteurs adrénergiques pré- et post-synaptiques qui vont être stimulés, et on va avoir une inhibition de la substance P et d'autres nocicepteurs. En revanche, on a aussi les récepteurs alpha-1, et là c'est un peu la différence entre les deux. La clonidine, elle va les stimuler, c'est alpha-1, alors que la dexmédetomidine, elle les stimule beaucoup moins, d'un facteur 6 à 8. C'est la dose alpha-1 qui va entraîner vasoconstriction périphérique et hypertension artérielle. Sur le plan un peu plus clinique, qu'est-ce que ça va engendrer ces alpha-2 agonistes? D'abord sédation, analgésie, une diminution des besoins hypnotiques, une potentialisation de l'analgésie morphinique, une diminution du débit sanguin cérébral, une diminution de la consommation cérébrale en O2, une diminution de la pression intraoculaire. On va avoir aussi une diminution de l'activité sympathique, une augmentation du tonus vagal avec diminution de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle, une diminution des résistances vasculaires systémiques, mais on n'a pas vraiment d'effet sur la contractilité cardiaque. On a un débit cardiaque qui va se maintenir. Sur le plan respiratoire, il n'y a vraiment pas de changement, il n'y a pas de changement de fréquence respi, pas de changement de PaO2, c'est une toute petite dépression respiratoire. Au niveau rénal, on va avoir une diminution des résistances vasculaires rénales, et on va avoir une augmentation de la glycémie. Là, c'est vraiment rapidement, juste pour la pharmacokinétique. En gros, dans ces deux molécules, elles sont très lipophiles, elles ont des grands volumes de distribution. Et là, on va étudier deux formes, la forme orale pour la clonidine et la forme intranasale pour la dexmédetomidine, parce qu'en fait, ça existe, la dexmédetomidine orale, mais enfin, ça n'a jamais vraiment fonctionné. La biodisponibilité est mauvaise, donc elle est vraiment peu étudiée. Donc c'est ces deux qui ont un effet, donc la clonidine, elle aura une absorption entre 60 et 90 minutes, alors que la dexmédetomidine, c'est inférieur, c'est 40 minutes. Les deux, ils ont une bonne biodisponibilité, de 60 à 80%. Ce qui est de la clairance, à partir de 1 an, on est à 85% de la clairance adulte, donc on se rapproche un peu de la pharmacocinétique de l'adulte. En revanche, avant 1 an, on ne sait pas trop comment ça se passe, le nouveau-né, c'est 43%, et c'est un peu flou, donc c'est vrai que c'est très peu utilisé avant 1 an, ces molécules. L'élimination, c'est par le foie en métabolique inactif qui passe par la bile et surtout rénale. La demi-vie, elles sont franchement différentes, c'est 12 heures pour la clonidine et 2 heures pour la dexmédetomidine. Donc là, je vais vous parler, pour commencer, des amygdalectomies, adénoïdectomies. Donc c'était le petit cas clinique tout à l'heure. Donc c'est une chirurgie qui est courte, c'est la plus fréquente en ambulatoire en pédiatrie. Et elle présente 3 véritables challenges. Donc l'airway avec le SAOS secondaire aux végétations aux amygdales. Et comme vous vous en doutez, c'est pas parce qu'on les enlève qu'ils disparaissent instantanément. Et donc c'est des enfants qui vont se réveiller avec un certain nombre d'apnées du sommeil. L'analgésie, il a été décrit que c'est des patients qui présentaient une sensibilité augmentée au morphinique, donc ce qui implique qu'on va avoir du mal à savoir exactement l'effet de nos morphiniques qu'on apporte, parce que ça va changer entre les différents patients, et c'est un peu des enfants qui vont s'agiter en post-opératoire. Donc là, c'est une étude aux États-Unis, monocentrique, qui a inclus 122 patients entre 2 et 10 ans. Prospective randomisée, contrôlée en aveugle. Il y avait 2 groupes, des enfants, donc c'est pendant les chirurgies ORL, comme on a vu tout à l'heure, qui recevaient 1 gamma-kilo de fentanyl, et un autre groupe qui recevait 2 gamma-kilo de dexmédetomidine en IVD, puis une perfusion de 0,7 gamma-kilo heure. On voulait mesurer la douleur, l'agitation, le délirium, la désaturation en SSPI. Donc tout d'abord, la douleur. Donc le F, c'est le groupe fentanyl, le groupe F, pardon. Donc c'était vraiment c'était significatif. Les enfants ont significativement plus mal, les enfants du groupe fentanyl. Pour ce qui est de l'agitation, donc EA, c'est Emergence Agitation, pareil, supérieur dans le groupe fentanyl. Pour ce qui est de la durée d'une agitation sévère, c'était également supérieur dans le groupe fentanyl. Pour ce qui est des désaturations, c'était également supérieur dans le groupe fentanyl. Et les besoins, en gros, d'une analgésie de secours chez les enfants qui avaient mal au réveil, notamment de la morphine, c'était aussi supérieur dans le groupe fentanyl. Ensuite, donc, il y a quelque chose qui est assez intéressant, qui peut être une indication de ces traitements, c'était de prévenir un peu l'agitation post-opératoire
des enfants qui sont souvent secondaires à de l'anxiété, de la douleur, de l'inconfort, chez les enfants souvent de moins de 6 ans. Et il a été décrit que c'était associé à des anesthésies sous sévoflurane, 25% en moyenne, et ça va de 10 à 80% selon les études. Donc là, c'est une étude du Danemark qui est sortie, danoise qui est sortie au Lancet. C'est une étude multicentrique, c'est la plus grosse sur la clonidine en opératoire, qui est sortie en 2018. C'est une étude randomisée, contrôlée en double aveugle, sur des chirurgies non urgentes, un peu tout venantes. Il y a 379 patients inclus, c'est énorme en pédiatrie. En pédiatrie, vraiment, c'est compliqué de trouver des études avec beaucoup de patients inclus. Franchement, c'est assez particulier. Donc 379 enfants entre 1 et 5 ans qui ont reçu soit 3 gamma kilos de clonidine, soit l'équivalent de sérum film en paire opératoire. Et on a vu que l'agitation post-opératoire, elle était de 45% avec le placebo contre 25% chez les enfants qui avaient reçu de la clonidine. Ça permettait également une diminution de la consommation d'opioïdes, une augmentation du temps avant le premier antalgique de secours, une diminution des NVPO, et on avait globalement autant d'effets secondaires entre 24 et 30 jours, mais un temps qui était augmenté en SSPI de 20 minutes environ. Là, je vous montrais juste un peu comment ça se passe en gros en SSPI. Donc l'enfant il s'agite, on mesure ça toutes les 15 minutes, et si jamais il pleure et il est inconsolable, on va juste évaluer si c'est dû à la douleur ou pas à la douleur, donc soit il aura de la morphine, soit il aura du propofol. C'est un peu comme ça que ça s'est passé. Donc on a vu qu'il y avait moins de consommation de morphine, plus de temps avant la première dose de morphine. Donc ça c'est une étude brésilienne, c'est une étude qui étudiait l'apparition d'un délirium en post-opératoire entre la clonidine avec une petite posologie et le placebo. Donc elle est sortie en 2021. L'intérêt de cette étude, c'est vraiment de se dire est-ce qu'on peut s'affranchir du temps passé plus longtemps en SSPI en utilisant une petite dose de clonidine, à savoir 1 gamma kilo, sachant que tout à l'heure c'était 3 gamma kilos. C'était 2 à 3 en général ce qu'on utilise, donc là c'est 1 gamma kilo, c'est une petite dose. Et en fait ils se sont rendus compte donc sur l'émergence de ce délirium chez 62 enfants d'entre 2 à 12 ans pour des opérations, pour des chirurgies ORL, que en gros pour des états à partir, ils disent donc l'enfant est éveillé mais il ne se rend pas compte de ce qui se passe autour, c'était significatif. Et gros, il y avait moins d'épisodes de délirium avec le groupe clonidine, même avec 1 gamma kilo. Ils avaient ensuite essayé de voir avec cette même posologie des facteurs secondaires. Ils ont trouvé de la significativité uniquement sur la satisfaction des parents, de manière assez importante. On a 86% contre 51%, et sur la consommation d'antalgiques en SSPI. Ensuite, donc là, on parle d'un autre sujet, c'est la prémédication. Donc c'est des enfants qui sont jeunes, qui sont très anxieux, qui ont souvent un mauvais vécu du préopératoire, qui peut être parfois véhiculé un peu par des parents aussi anxieux, tout un contexte, une mauvaise gestion un peu de tout ça, et qui vont avoir des conséquences sur la récupération post-op immédiate, mais aussi des conséquences post-opératoires un peu plus long terme, des enfants qui vont être terrorisés par l'hôpital et puis qui vont garder des vrais mauvais souvenirs de ces inductions. Du coup, il y a plusieurs techniques sur ce sujet-là. On peut utiliser des techniques de distraction, un iPad, il y en a qui viennent avec des petites voitures, on fait venir les parents, et on peut donner des médicaments. Et en fait, le médicament, il y en a plusieurs. Donc il y a le midazolam qu'on a vu tout à l'heure, en gros la clonidine et la dexmédetomidine qui sont beaucoup étudiées. Et il n'y a vraiment aucun consensus entre les études. On se disait un peu que la prémédication idéale, ça réduit l'anxiété, la douleur, la salivation, ça induit une sympatholyse, une vagolyse, et ça diminue les sécrétions gastriques et l'acidité gastrique. Mais ça, c'est quelque chose d'assez utopique. Quoi qu'il en soit, en 2021, il y a une étude qui est sortie en Suède qui a analysé 84 enfants âgés de 2 à 6 ans. C'est une étude monocentrique, randomisée en double aveugle, et ils administraient soit 0,5 mg/kg de midazolam 40 minutes avant l'induction, soit 4 gamma kg de clonidine 60 minutes avant l'induction, soit 2 gamma kg de dexmédetomidine en intranasal 40 minutes avant l'induction. Donc ça, c'est pour correspondre un peu au temps d'absorption. Et le critère du jugement principal, c'était l'anxiété, qui était mesuré avec une échelle qui s'appelle le MYPAS.
Et ils se sont rendus compte, cette étude, qu'en fait, initialement, c'est des enfants qui étaient de manière équivalente, enfin anxieux de manière équivalente. Et en revanche, à la préparation de l'anesthésie, au moment du scopage, où tout le monde s'affaire autour d'eux, on pose des questions à la maman, et c'est des enfants qui vont être beaucoup plus anxieux sous clonidine, et aussi ceux avec la dexmedetomidine, alors que le midazolam finalement avait une meilleure anxiolyse. Ensuite, ils ont aussi étudié d'autres paramètres, notamment la sédation. Et à la sédation, on voit en revanche que les enfants qui avaient reçu du dexmedetomidine et de la clonidine, donc c'est les petits carrés, c'est le Dexdor, et le rond, c'est la clonidine, étaient plus sédatés que le midazolam. Ils n'ont pas trouvé de différence sur le stress engendré par la pause de perfusion. Et un truc qui était assez intéressant, c'est que sur la compliance, il y avait quand même un enfant sur 10 qui refusait la voie orale, alors qu'on n'avait aucun pour la voie nasale, donc du Dexdor. Là, c'était pour montrer un peu que vraiment, il y a plein d'études différentes qui se contredisent les unes les autres. Ça, c'est une méta-analyse du Dexdor en intranasal en prémédication, qui avait inclus 13 études, ça faisait 1168 patients de 2008 à 2016 pour les petites chirurgies, et qui montraient que la sédation était plus satisfaisante lors de la séparation par enfant avec le Dexdor, que ça diminuait les besoins en analgésiques et les NVPO. En gros, c'était assez concordant sur la sédation par rapport à l'étude précédente. Enfin, il y a une étude qui était assez intéressante parce que, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, le Dexdor, la clonidine, ça induit des bradycardies, des baisses de tension, et c'est quelque chose qui fait assez peur, notamment en prémédication chez des enfants. Donc, c'est une équipe suédoise qui ont fait une étude observationnelle, qui ont inclus 1500 patients de 3 mois à 18 ans et qui évaluaient après prémédication, avant l'anesthésie générale, la fréquence cardiaque de ces enfants. Et quand on regarde les chiffres, donc pour classer ça, ils avaient défini la bradycardie comme inférieure au premier percentile et la bradycardie nécessitant un traitement médical comme inférieure à 85% du premier percentile. Et on se rend compte que sur les bradycardies qui nécessiteraient un traitement médical, il n'y avait aucune différence significative entre aucune prémédication, une prémédication IV à 1 gamma kilo ou Péros à 3 gamma kilo. Donc des chiffres qui se veulent plutôt rassurants. Ensuite, donc les alpha-2-agonistes, ils sont utilisés aussi dans une autre indication, qui sont l'ALR. Donc en gros, en pédiatrie, il y a peu de blocs périphériques, ça se fait beaucoup moins que chez l'adulte, pour ceux qui ne sont pas en pédiatrie, et ces alpha-2-agonistes ont été peu étudiés, donc il y a peu d'études. En revanche, c'est beaucoup plus étudié dans les blocs centraux, notamment la caudale. Donc la caudale, ce serait un peu une injection d'anesthésique en périmédulaire, excusez-moi, au niveau du sacrum, dans le 5e espace sacro-coccygien. Ces alpha-2-agonistes, ils seraient bien absorbés par les veines épidurales, ils auraient une très bonne disponibilité. Mais actuellement, il n'y a que plusieurs petites études, c'est toujours au maximum 90 patients qui, globalement, diraient que la clonidine, c'est mieux que le placebo, c'est mieux que le midazolam et c'est mieux que le fentanyl. Les posologies un peu admises, c'est 1 à 3 gamma kilo, soit en IV, soit directement dans la caudale. Et si on mettrait une posologie à 3 gamma kilo, on pourrait diminuer l'agitation post-opératoire. Et donc, il y a une étude récente qui a voulu faire une méta-analyse un peu de toutes ces analyses, regrouper un peu tout ça, donc a étudié l'efficacité analgésique des différents adjuvants dans la caudale, à savoir la clonidine, la néostigmine, le Dexdor, le tramadol, la kétamine, le magnésium, la morphine, le fentanyl et la dexaméthasone. En adjuvant, ils ont réussi à assembler 89 études, soit 5442 patients. Et ils trouvaient, en fait, pour le critère de jugement principal qui était la durée de l'analgésie, c'est-à-dire le temps entre la caudale et la première injection d'analgésique de renfort, quoi. Le Dexdor faisait globalement bien, on le voit en bas, que sur le nombre d'antalgiques administrés également, et sur la dose totale de paracétamol administrée également très bien. Ça pourrait être expliqué parce que Dexdor
enfin les alpha-2 agonistes, ont un effet local, de vasoconstriction locale qui augmenterait la durée de l'effet du médicament, mais également parce qu'il y a des récepteurs, comme on a vu, ça stimulerait les récepteurs adrénergiques au niveau de l'espace péridural. Et ensuite, on aurait l'effet central en plus. Voilà. Là, je vous ai fait juste un petit tableau récapitulatif un peu pour voir les indications et les posologies qui découlent de tout ça. En gros, en prémédication, donc en préopératoire, la dexmédetomidine serait assez intéressante à utiliser avec des posologies de 1 à 2 gamma kg en intranasal, 40 minutes avant induction, ou alors de la clonidine, 4 gamma kg per os, 60 minutes avant induction. Ensuite, en péropératoire, donc à visée d'épargne morphinique pour l'amygdale-végétation ou pour d'autres indications, soit une posologie, du coup, comme on a vu, de 1 qui serait aussi efficace jusqu'à 3 gamma kg de clonidine sur 15 minutes, ou du Dexdor de 2 gamma kg sur 10 minutes, puis une perfusion de 0,7 gamma kg heure. Pour ce qui est de la LR, 1 à 2 gamma kg dans la caudale de clonidine, ça c'est assez fait aujourd'hui. En revanche, la dexmédetomidine, 0,5 à 1 gamma kg en IV ou dans la caudale, ça c'est très peu fait. À savoir qu'il n'y a jamais eu d'étude humaine de la toxicité de la dexmédetomidine en périmédulaire. Pour le post-opératoire, on pourrait utiliser des posologies de 2 à 3 gamma kg de clonidine ou de 0,5 gamma kg de Dexdor. Juste un petit point, en France, donc il n'y a pas d'AMM en France pour la clonidine et le Dexdor en pédiatrie. Que les études recommandent globalement de ne pas l'utiliser avant 1 an, pas en cas de trouble de production ou de choc. Et comme je vous disais, il n'y a jamais d'études de sécurité qui vont être faites sur la dexmédetomidine en intra-axial.